Salut Moussaillon, mon ami Lucas m'a récemment proposé de faire un trek avec lui dans le massif de Beldon. Comme je n'y connais absolument rien, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter tout ce que je vais apprendre au cours de cette randonnée. C'est une vidéo un peu hors série puisqu'elle n'a rien à voir avec la voile, mais j'espère que ça vous plaira tout de même. Sinon, les prochains épisodes qui parlent de bateau arrivent très bientôt, et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. L'objectif de ce trek est d'aller de la gare d'Épierre à la gare de Grenoble en suivant le GR 738. La parcelle qu'on va suivre a été prévue pour être faite en 10 jours, mais on va essayer de la faire en 5 jours. C'est parti. Salut Lucas, alors qui es-tu? Alors je m'appelle Lucas, effectivement, j'ai 24 ans et en fait depuis que je suis vraiment jeune, j'adore partir me balader en montagne, faire des randos avec sac à dos sans passer par des ravitaillements, par des choses, par des hôtels, par des refuges. Alors, on vient tout juste de sortir du train. Là on marche depuis 10 minutes. Attends, elle est où la marque jaune? Là. Ça veut dire quoi, le marque jaune en fait? C'est sur les sites de la FFR, la Fédération Française de Randonnée, en fait ils ont les grandes randonnées qui sont les GR avec la marque rouge et blanche, on va en voir plein. Et il y a les grandes randonnées de pays, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui sont rouges et jaunes. Et les petites randonnées, c'est les petits traits jaunes comme ça. Et ben voilà, c'est parti. En fait, pour avoir de l'eau en montagne, il faut se servir dans les petites fontaines, rivières ou autres. Lucas vous expliquera sûrement mieux que moi. Et comme ça, vous pouvez en profiter pour remplir votre eau. Et boire, c'est bien parce que sinon, tu meurs. Comment est-ce que tu fais pour trouver de l'eau en cours de ta randonnée? Parce qu'on va pas se trimballer avec 400 litres d'eau, je suppose. Alors ça c'est un sujet super important. Enfin, il y a plusieurs possibilités, il y a aussi plusieurs points de vue. Donc moi je vais donner le mien. D'abord, ce qui est universel, c'est que donc il y a des sources d'eau potable à certains endroits, notamment quand on passe près d'un refuge, ils ont toujours un accès en eau. Ensuite, pour le reste en fait, ça va être soit donc si on trouve une fontaine, bien sûr, donc quand on descend un peu dans une vallée. Sinon, il y a des sources qui sont indiquées sur les cartes. Et la dernière chose qui est quand même assez régulière, c'est de refaire ses réserves d'eau en fait dans les ruisseaux. C'est là qu'il y a plusieurs points de vue qui peuvent s'affronter. En fait, ce qui va être commun, c'est de jamais prendre son eau en dessous d'un endroit où il va y avoir des pâturages, un endroit qui est susceptible donc d'être contaminé par des excréments, donc chose à éviter. Et ensuite, à partir du moment où on a trouvé son ruisseau et où on considère qu'il coule d'un endroit suffisamment inaccessible pour pouvoir la prendre, moi ce que je fais c'est que je la prends dans ma bouteille et je la bois sans autre méthode. Et sinon il y a quelque chose qui existe, donc c'est les pastilles en fait qu'on va mettre dans l'eau et qui vont dézinguer la plupart des matériaux qui pourraient subsister en fait. Là en fait on commence à bien frotter au niveau des pieds, surtout là parce qu'on monte énormément, donc la technique ça va être de se mettre un peu de pommade, c'est une pommade spéciale pour les trails en fait, parce que là vous voyez j'ai une ampoule qui commence à se créer, mais en fait il faut le faire avant en principe. Et voilà, et donc le but c'est de masser en fait et ça va assouplir la peau, la rendre plus grasse et la renforcer quoi, disons. Voilà, et donc là on est au refuge de la Perrière. Refuge de la Perrière. Et on se fait notre petite bière de premier jour. Vas-y, moi j'ai pas commencé. Ah ouais? Ouais. Putain, j'ai trop soif. Faut savoir que Sébastien il a trop soif, il a trop faim, il a trop tout. Premier compte rendu, j'ai très faim, j'ai eu très soif. Je pense que c'est bien d'habituer son corps à pas manger en permanence. Cela dit, des petites barres de céréales, ça aurait été pas mal. Bah après là avec le Vercormix, t'inquiète, enfin tu vois le Vercormix c'est pas spécialement bourratif, c'est nutritif. Mais bon ça c'est pour le prochain jour, on va avoir le compte rendu de Seb sur ce qu'il pense du Vercormix. Et voilà, en vous souhaitant une bonne soirée. Et bonne soirée. Après avoir dîné auprès du feu que les autres randonneurs avaient allumé, nous nous sommes couchés et endormis bien rapidement. Comment est-ce qu'on fait pour dormir? Moi je dirais qu'il y a plusieurs possibilités pour dormir en randonnée. Je dirais qu'il y a 5 possibilités en fait. Tout d'abord, il va y avoir dormir en refuge. Donc les refuges qui sont donc des endroits gardés par un gardien de refuge où on paye sa nuitée et son repas si on veut manger. Ensuite, il y a dormir sous la tente avec sa tente personnelle. On arrive, on la plante dans l'endroit qu'on veut, qui est propice à planter la tente. Ensuite, troisième possibilité, dormir à la belle étoile, pourquoi pas. Bon ça dépend où, ça dépend dans quelles conditions, mais c'est complètement faisable aussi. Quatrième possibilité, les cabanes non gardées. C'est comme des refuges, mais c'est moins bien tenu, il n'y a pas forcément de nourriture à l'intérieur, il n'y a personne qui est là pour vérifier que tout se passe bien, et en fait on entre et c'est laissé à disposition pour les randonneurs. Et dernière possibilité, c'est dormir avec un hamac, tout simplement. Et le hamac par contre ça implique en général qu'il y ait des arbres, et en montagne jusqu'à 2000 mètres en général il y a des arbres, donc ça se fait aussi. D'accord, et est-ce qu'il y a des restrictions pour planter ta tente, tu fais n'importe où ou il y a des endroits où tu n'as pas le droit de le faire?
Ce qu'on fait en fait quand on plante la tente pour une nuit en rando, ça s'appelle pas du camping ni du camping sauvage, en fait c'est du bivouac. Et le bivouac en fait c'est une activité qui est tolérée à peu près partout, même dans les espaces naturels. Si on a des doutes en fait sur l'autorisation de bivouaquer, on peut toujours demander au gardien du refuge ou alors carrément appeler l'office de tourisme de la commune en question sur laquelle on est, qui peuvent nous renseigner. Mais en pratique en fait, tant qu'on laisse pas de traces, on a le droit de bivouaquer à peu près dans toutes les zones en France qui sont publiques, c'est-à-dire pas des propriétés privées. Mais là, je dois dire que sur les 2 premiers refuges qu'on a vus, je suis assez surpris. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rustique et je trouve que les gens qui tiennent les refuges font vraiment un bon travail. Le lieu est vraiment très accueillant. Bon, c'est sûr, c'est pas l'hôtel Georges V, hein, mais c'est bien, on sent bien. Donc petit point sur là où on est. Donc derrière nous, c'est vraiment le nord de la chaîne de Beldon avec la tête de la Perrière, la pointe du Rognier. Et en fait, ici, là, ce qu'on voit au loin, c'est la ville de Chambéry. Et ensuite là, si je commence à me tourner par là, en fait ça c'est le massif de la Chartreuse qui s'étend tout par là jusqu'à ce que ça disparaisse derrière nos montagnes à nous. Donc en fait nous on va vraiment par là-bas en fait, nous vers Grenoble. Voilà. Et là, ici, c'est Sébastien. Et quand le soleil tape, toujours penser à la crème solaire, à bien l'étaler. Donc notez bien comment je fais, c'est vraiment the manière. Et maintenant Lucas va nous montrer sa magnifique recette du Vercors mix. Donc là-dedans, il y a quoi? Il y a des bananes séchées, il y a des amandes, des abricots secs, des raisins secs et quelques noix de cajou. Quel est l'avantage du Vercors mix? En fait, ça nous permet d'éviter de préparer un repas le midi, un repas chaud, donc ça va nous faire économiser en gaz. Et en fait, c'est notamment en hiver en fait qu'on utilise le Vercors mix, parce que le Vercors mix, il permet tout simplement de pas s'arrêter pour manger ou de faire une pause de 3-4 minutes, parce que quand on marche dans la neige en hiver, c'est pour ça que ça s'appelle Vercors mix, hein, parce que sur les plateaux du Vercors notamment, si on s'arrête trop longtemps, on meurt de froid quoi. Donc le Vercors mix, ça permet d'éviter ça. Et là-dedans, c'est super énergétique en fait, donc on prend du sucre pour toute la journée. Et maintenant, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que tu prends à manger à part du saucisson en randonnée? Il y a certaines personnes qui choisissent de prendre leur repas en refuge. On peut manger finalement tous ces repas en refuge et n'avoir aucune source de nourriture en randonnée. Une autre possibilité, c'est d'être autonome en nourriture. Et donc moi, c'est ce que je fais. Ça a le mérite d'être moins cher et surtout beaucoup plus gratifiant en fait. Personnellement, je trouve de se dire qu'on est complètement indépendant en fait sur sa montagne et qu'on peut y rester 5-6 jours selon les réserves en nourriture qu'on a pris. Hein, et donc là, il y a vraiment une autre question qui se pose, c'est la question du poids du sac. Et donc en fait, quand on prépare sa nourriture pour partir en randonnée, en fait, on va essayer de faire en sorte d'avoir une nourriture qui aura le meilleur rapport entre les apports nutritionnels et la masse de nourriture qu'on emporte. Il faut savoir qu'on porte des sacs d'environ 12-13 kg. Je pense qu'on aurait pu faire un peu moins parce que j'ai ramené plein de matos vidéo. Mais il faut se rendre compte que 12-13 kg, ça commence à devenir long au bout de 5 jours. Et que c'est à ce moment-là qu'on comprend que chaque kilo gagné est intéressant et qu'on économise beaucoup sur nos épaules. C'est pour ça qu'on va vraiment essayer de prendre vraiment des nourritures qui vont être assez caloriques et qui vont nous apporter les apports qu'il faut, donc du riz ou de la semoule ou de la purée en poudre qui va aller avec du lait en poudre pour le petit déjeuner aussi. Ça va être lait en poudre, comme ça on le mélange à l'eau, ça pèse beaucoup moins lourd. Les céréales le matin, on va pas prendre des réserves de pain et de confiture ou quoi que ce soit, ça pèse beaucoup trop lourd, donc ça va être céréales de type flocons d'avoine, muesli. Après donc avec ce qui est pâtes, purée, on va prendre souvent des sauces et les sauces pour les pâtes en fait va falloir prendre des sauces en fait les plus légères possibles. Donc par exemple le gros pot de sauce bolognaise de 800 grammes, c'est pas une option en rando, c'est mort. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va prendre des sauces de type pesto, sauce ricotta, parce qu'il faut savoir que 2 garçons en rando ils mangent 500 grammes de pâtes à chaque repas. Forcément il y a une sauce qui y passe, voilà. On veut la calorie. Et ponctuellement on se fait aussi plaisir en achetant saucissons ou du fromage dans les refuges qui en vendent. Ça c'est pas trop prévisible à l'avance. À peu près donc à chaque rando où c'est possible, c'est donc le plus souvent possible en fait d'aller se ravitailler dans les villages qu'on croise. Et le souci c'est qu'il y a certaines randos où on croise rarement des villages. Là on a eu de la chance, on a fait un tout petit détour de quelques 3-4 km pour tomber sur un village donc dans lequel il y avait une épicerie qui faisait restaurant dans laquelle on a mangé. Ce qui fait qu'en fait on est parti avec 2 jours et demi de réserve et on a acheté donc dans ce village de quoi faire les 3 jours suivants. Ça nous a permis de diviser le poids de la nourriture par 2 en fait pour le voyage. Après la beauté de l'effort, c'est toujours agréable de se dire on a fait 1000 mètres de dénivelé en 1 heure, tu vois, donc on se dit c'est vrai que c'est quand même des trucs de fou. Donc c'est agréable de voir après combien on a grimpé en combien de temps. Bon, on vient de se faire
700 mètres de dénivelé, mais c'est pas encore fini. Malheureusement, l'aventure s'arrête ici. Nous sommes bloqués, Putain, définitivement. fais chier. Ou alors est-ce que Lucas va nous montrer un de ses tricks? Franchement, je sais pas. Putain. Bon, refaites pas ça chez vous. Hein. Oh mon dieu, C'est bon, c'est passé. mais quel héros. Attention, je vous rappelle qu'on est super entraîné pour ça. C'est bon, on est arrivé au refuge. Donc là on a commencé par faire un petit peu de nettoyage de vêtements et de chaussettes. Voilà, donc un peu de savon, un peu d'eau et tout est propre. Bon alors là il est 6h15 du matin. Là aujourd'hui en fait on a décidé qu'on allait essayer d'aller déjeuner dans une sorte de petit resto dans un petit village et pour arriver à l'heure au resto avant que ça ferme on a intérêt à partir très tôt. Mais là la récompense d'un resto ça peut nous faire bouger à n'importe quelle heure en fait. Le GR nous a amenés dans un enclos et nous a fait traverser le troupeau de moutons en le séparant en deux. Ce qui n'a pas du tout plu aux 4 patous évidemment. Ça a l'air d'être une grosse peluche en vidéo, mais en réalité ce sont des chiens très impressionnants. On a donc fait demi-tour tranquillement pour passer par un autre chemin. Alors, comme on a été sorti du GR par des patous, on a dû faire un détour pour retrouver le GR par une autre entrée. Et comme on doit toujours être à l'épicerie avant 14h, on a décidé de prendre un petit raccourci. Et tout de suite le karma a payé, on se mange une bonne grosse montée bien dégueulasse avec des grosses traces de pneus. C'est presque joli mais non. Et maintenant, de manière générale, qu'est-ce que tu prends en randonnée? Enfin, quel est le matériel indispensable selon toi? Je dirais qu'il n'y a pas forcément... Enfin oui, forcément il y a du matériel indispensable. Après, la règle d'or, ça va être de rien prendre d'inutile. Par exemple, pour cette randonnée-là, on a embarqué 4-5 kg de matériel vidéo et photo. Est-ce que c'était inutile? Non, je pense pas. Donc ça compte en fait, ça dépend de l'objectif de la randonnée. Là, c'était pas superflu. Et comment est-ce que tu prépares ta randonnée? À quel moment comment est-ce que tu vas choisir ton chemin, par où tu vas passer et comment tu vas te repérer une fois que tu seras sur le chemin? Alors ça, c'est tout le travail qui est en amont et franchement, c'est juste trop sympa à faire en fait. Moi, j'adore faire ça et en fait, ça se passe sur l'ordinateur vraiment majoritairement. Et donc, ça va être d'aller regarder déjà visuellement quel endroit pourrait être intéressant sur une carte de France, d'Europe ou n'importe où. Après en fait une fois qu'on a isolé un coin et qu'on a un peu repéré j'aimerais bien faire ça, voir si tout simplement c'est faisable, voir s'il y a des sentiers qui existent, voir donc chercher sur internet s'il y a des gens qui ont déjà fait un trek, une expédition dans ces coins là. Nous en l'occurrence en France, en fait on se mâche beaucoup le travail puisque donc on a le système des GR, donc des sentiers de grande randonnée qui existent et donc c'est le balisage blanc et rouge qu'on retrouve donc vraiment sur des dizaines de milliers de kilomètres, j'allais dire, peut-être pas des dizaines, en tout cas des milliers de kilomètres en France. Pendant la préparation de la randonnée, en fonction de ce qui est conseillé et de ce qu'on pense pouvoir faire raisonnablement, en fait on va se fixer donc à peu près une distance et un dénivelé, donc une différence vraiment d'altitude par jour. Et donc en fait on va essayer donc de repérer les endroits où on va dormir en fonction de ça. Et donc ça va être tout un exercice en fait de jalonner sa randonnée de sites prévus pour dormir qui peuvent être accueillants. Et donc pour trouver les bons sites sans y être, c'est pas forcément évident. Et ce que je fais personnellement, c'est que donc sur les cartes IGN, et ça donc on peut les trouver en ligne sur internet ou alors les acheter. Sur les cartes IGN, on va repérer en fait les endroits qui sont pas trop pentus, les endroits près d'une source d'eau. Et donc sur ces endroits-là, théoriquement, on peut avoir possibilité de dormir. Après, un endroit peu pentu à proximité d'une source d'eau sur une carte IGN, il va pas forcément ressembler exactement à ça en réalité. Donc il faut si possible voir sur internet si effectivement il y a des gens qui bivouaquent ici, sur des forums, sur des gens qui ont raconté leurs aventures dans ce coin-là. La dernière chose que je fais moi, c'est que en fait sur Google Earth, il y a beaucoup de photos qui sont prises en fait quand on active les photos en fait. Donc selon les endroits du monde, en fait il y a plein de gens qui prennent des photos en fait et qui les postent et en fait selon l'endroit où on est, il y a plein de petites photos et on clique sur la photo et on voit à quoi ça ressemble en fait. Donc parfois c'est une très bonne source d'information pour voir en vrai à quoi ressemble l'endroit. Est-ce qu'il va y avoir des cailloux qui vont t'empêcher de planter la tente, des choses comme ça. Est-ce que le site est un peu marécageux et on s'en rendait pas vraiment compte, voilà. L'aventure commence à l'aurore. Un commentaire sur ce passage, Chad? Ça ne m'a pas laissé de marbre parce que c'était un morceau de bois. Voilà. Et comment tu choisis précisément où placer ta tente? À quel moment tu te dis que cet emplacement est propice à planter sa tente? Tu vas
choisir ton emplacement en fait avec plusieurs, il y a plusieurs critères en fait qui vont un peu découler de la logique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un point d'eau qui soit quand même à proximité. Alors c'est bien de ne pas planter sa tente par exemple juste à côté d'un ruisseau parce que souvent bon, les animaux locaux vont venir s'y abreuver, mais il faut quand même être à proximité d'une source d'eau, rien que pour pouvoir se ravitailler, faire la cuisine. Après il va falloir bien sûr que ce soit sur une zone qui est la plus plate possible, la plus plane possible, sans cailloux, que des choses en fait qui sont finalement assez logiques quoi, une fois qu'on est sur place, une zone qui est abritée du vent aussi si possible, et pas aller planter sa tente sur un endroit complètement dénudé ou sur un sommet ou en tout cas un endroit qui pourrait risquer de faire paratonnerre en cas d'orage. Bon bah voilà, donc là on a beaucoup marché en cette fin de journée. On se fait du coup un petit apéro saucisson fromage avant d'attaquer le riz avec une jolie sauce aux champignons, bolets et cèpes. Et est-ce que tu es heureux? Franchement, je suis dans un état de contentitude. C'est tellement agréable. En fait on n'a pas froid. Et moi en fait pendant toute la montée, et bah dans le vent, dans le brouillard et tout, je me disais mais en fait là on va bivouaquer et on va se geler les fesses. Et en fait non, là on est bien, on a mis la couverture de survie, on est calé dans la tente, on va commencer à faire chauffer le riz une fois qu'on aura entamé l'apéro et... C'est la babie, clairement la baby. tout simplement. Matin, qu'est-ce que le cuistot nous prépare de bon? Alors aujourd'hui, je prépare une recette plus originale que d'habitude, puisqu'il s'agit de lait en poudre mélangé à de l'eau qui coule tout droit des ruisseaux. Avec du muesli. En fait c'est la même chose que d'habitude. Et avec un peu de patience, on peut même réussir à filmer marmotte et bouquetin. Et là en fait on a évolué en essayant d'éviter tous les névés, mais maintenant ça va plus être possible. Donc là sur le dernier kilomètre 5 on va dire, c'est les derniers 200 mètres de dénivelé, on a vraiment que de la neige quoi, donc il va falloir faire attention à où on met les pieds et pas glisser parce qu'on n'a pas de crampons. Les névés sont des restes de neige. Il faut faire attention en marchant dessus car la couche peut être plus fine à certains endroits et provoquer une chute. Et se fouler la cheville, ce n'est pas ce qu'on veut. Et pour la vaisselle et le brossage de dents, autant profiter directement de la source proche du bivouac. Et maintenant pour faire ses besoins en montagne, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais avec le papier une fois que tu as fini? En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va essayer de trouver soit une cavité naturelle, soit creuser un trou le plus éloigné possible d'un cours d'eau. Dans un endroit où personne ne passe, dans un endroit où personne n'est susceptible de passer. Une fois qu'on a fait son affaire, tout simplement, le papier toilette va donc au-dessus le moins possible et en fait on rebouche le trou, alors soit avec des cailloux, soit avec de la terre, ce qu'on a apporté de main de façon à laisser aucune trace en fait et que ce soit vraiment absorbé sans que ça pollue le paysage, l'environnement ou quoi que ce soit. Là en fait on est arrivé tôt du coup à l'endroit où on voulait arriver qui est un peu le bout de la randonnée, c'est donc les lacs Robert, on est vraiment tout au bout du massif quasiment, il n'y a plus qu'une ou deux montagnes et après le massif se termine et donc on est juste à côté de Grenoble. Il faut dire qu'on a profité de ces lacs pour se laver, parce qu'on a un peu pitié des voyageurs qui seront autour de nous pendant dans le train. On a fait un petit plongeon mais elle est assez chaude. Hein. Un plongeon savonneux, on s'est bien tout lavé, même Sébastien il s'est lavé. Ça fait plaisir. Première fois du séjour. Il ne faut pas le dire. Voilà, c'est un bon kiff. Ça y est, on quitte le GR. Et nous on prend la sortie pour aller à Grenoble directement. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec Lucas. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ça vous a plu. Et bon vent! Quand il nous a proposé de faire un concours de limbo à la manifestation, on rêvait révolution, on se gelant le cul avec une poignée de comparses sous la pluie froide du mois de mars. Voilà, ça ressemble à ça.